Alors, voyageur du cinéma. Bonjour à toi l'ami, moi c'est le voyageur. Et toi, comment t'appelles-tu? Vas-y, dis-moi, ne t'inquiète pas, on est entre nous. Bon, d'accord, tu n'as pas envie, c'est pas grave, je n'insiste pas, t'inquiète pas, y a pas de souci. Je te propose qu'on soit amis, est-ce que ça te dirait? Je te promets d'être ton meilleur ami. D'ailleurs, c'est joli chez toi. Ah non, enfin, ça c'est un peu de la merde quand même. Mais toi aussi c'est pas terrible. Mm. Puis ça, non, en fait c'est haché chez toi. Mais c'est pas grave, je te propose quelque chose. Est-ce que ça te dirait que l'on parle d'un très bon film? Plus que ça, d'une véritable gifle. Ou plutôt d'un coup de poing dans ta face. Je te propose qu'on parle de Ren Topal. What do you say? Sounds weird, Andy. Dans les années 90, le quotidien de David est partagé entre devoir s'occuper de sa mère atteinte de démence et tenter de trouver le grand amour grâce à une société qui propose des rencontres via des VHS. Mais un jour, il décide de louer une cassette qui s'appelle Ren Topal. Le concept est simple, c'est un homme qui te parle, qui te pose des questions, qui te tient compagnie. La cassette est animée par un certain Andy, un homme très sympathique et enjoué. Et on va pas se mentir, Andy apporte la compagnie dont David a tellement besoin. Sauf que l'amitié d'Andy a un prix. Ren Topal est le premier film du réalisateur John Stevenson qui a aussi écrit le scénario. Et on va pas passer par quatre chemins, ce film est un bijou incroyable. Le film bénéficie d'une réalisation et d'une photographie très soignée, accompagnée d'une bande-son juste incroyable, et les années 90 qui sont extrêmement bien retranscrites dans le film. D'ailleurs, je crois même que c'est la première fois que je vois les années 90 aussi bien représentées dans un film. Côté personnage, tu t'attaches vraiment à David, tu suis son quotidien, la relation qu'il entretient avec sa mère, donc qui est atteinte de démence et qui lui fait vivre l'enfer complet, puisqu'elle ne se souvient même plus de la mort de certaines personnes, enfin c'est vraiment assez dur à regarder. Pour te dire, il vit dans la cave en plus de sa mère, donc tu prends vraiment pitié pour lui. Il essaie de rencontrer l'amour, il n'y arrive pas, donc il passe par une société qui propose des rencontres par VHS. C'est, j'allais dire glauque, mais c'est surtout d'une tristesse absolue. Et bien sûr, personne ne veut de lui. Enfin, tu prends vraiment pitié pour lui. Tu te dis merde. Enfin, c'est assez dur, tu vois. Le film baigne déjà dès le départ par une ambiance assez glauque. Et puis tu as ce moment fatidique où il récupère la VHS de Ren Topal, donc, qui est vraiment un tournant dans le film, mais aussi pour lui. La relation qu'il entretient avec ce personnage virtuel, hein, les échanges qu'il a avec ce Andy, lui permettent d'aller mieux. D'ailleurs, il a même une chance, donc, du coup, de rencontrer une jeune demoiselle qui s'intéresse vraiment à lui pour le coup. Donc tu sens une vraie amélioration dans sa vie personnelle, et comme tu as énormément d'empathie pour lui, t'es à fond, t'es enjoué. Bon, tu t'en doutes bien, il y a un petit côté quand même malaisant dans la relation qu'entretient David avec la VHS et Andy. Alors pour que tu comprennes un petit peu mieux le concept de ces VHS, qui apparemment ont vraiment existé à l'époque, je suis pas au courant, c'est que tu as un homme qui te parle, qui te pose des questions, qui peut jouer aux cartes avec toi par exemple, et en fait quand il te pose une question, c'est une question précise mais qui peut apporter une réponse assez vague, voire même une autre. Enfin, il peut apporter différentes réponses. Et en fait, donc il te laisse le blanc, et quand il va te répondre, il va te faire une réponse assez globale, qui peut du coup te donner l'impression qu'il te répond vraiment. Bon, des fois il y a des ratés, forcément, c'est pas parfait. Mais du coup, au début, David répond comme ça banalement, tu vois, à la VHS, donc à Andy. Mais au fur et à mesure, il rentre vraiment dans le délire, et c'est là que ça devient un petit peu malsain, un petit peu malaisant. Même si de l'autre côté, tu vois que sa vie va mieux, donc tu es partagé dans ce sentiment d'empathie pour lui, de dire waouh, c'est génial, ça s'arrange pour lui, t'es à fond avec lui, et de l'autre côté de te dire, quand tu vois qu'il entretient cette relation avec la VHS, de te dire ah, ça, je suis pas à l'aise quand même, ça me fait plaisir pour lui, mais je suis pas à l'aise. Et ce sentiment-là, tu vas l'avoir pendant tout le film. Et ce côté malaisant qui monte crescendo quand même pendant le film, c'est à cause de la relation qu'entretient David avec Andy. Il va se repasser la cassette plusieurs fois, va boire des verres avec lui, faire des selfies même. Pour lui, c'est une vraie amitié. Et c'est très malaisant, surtout que ça contrecarre totalement avec l'autre côté où ça va mieux dans sa vie, quand il rencontre la jeune demoiselle. Mais c'est là où, d'un coup, ça va commencer à partir en cacahuète, et le réalisateur va prendre un parti pris extrêmement intéressant, c'est-à-dire que Andy
va commencer à modifier ses réponses. Donc le gars dans la VHS. Et là, toi en tant que spectateur, déjà, la réaction de David Hassal, c'est qu'il est assez perturbé au début par ça, de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui délire? Est-ce qu'il a vraiment dit cette phrase-là? Enfin, mais toi, tu rentres dans le délire aussi, de te dire, attends, est-ce que c'est David qui délire? Ou est-ce qu'Andy est vraiment réel? Et il a vraiment sa propre personnalité. Parce que ça passe par des phrases modifiées, mais aussi l'intonation modifiée, des fois. Tout simplement, ça peut être la même phrase, mais dite avec une intonation différente, ou une expression de visage différente. Et donc voilà, tu rentres dans ce délire de te dire, putain, c'est quoi? C'est David qui délire? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on part dans le surnaturel? Et là, le film prend donc une tournure d'un horreur psychologique. Et c'est incroyable la maîtrise du réalisateur sur ce film, sur ce sujet et sur ce parti pris. D'ailleurs, un petit avis personnel, je trouve qu'il y a un petit côté quatrième dimension, à partir du moment où Andy change dans sa façon de répondre, dans son intonation, bah dans la mise en scène, dans le délire, ça m'a fait penser un petit peu à la quatrième dimension, donc comme je suis un fan de la série, bien évidemment, j'ai adoré. Pour en revenir au personnage de Andy, du coup, je crois que c'est un des meilleurs méchants que j'ai pu voir du cinéma, parce que il est super gentil, habillé en 4 épingles, enfin tu sais, voilà, avec sa petite tête de petit geek, quoi, tu vois, limite, tu vois, le plus bon gars, et il est très gentil, très avenant, très doux, tellement qu'il en devient malaisant et angoissant, justement par rapport aux échanges qu'il a avec David, ce côté où tu ne sais pas du coup s'il est vraiment réel ou pas, ça, tout en étant souriant et gentil, il en devient angoissant. Et c'est là-dessus où tu te dis, en tout cas moi je me dis, waouh, c'est peut-être le meilleur méchant que j'ai vu, parce que pour réussir à faire en sorte qu'un personnage qui, quand tu le vois au début, voilà, tout sympathique, hein, il a l'air sympathique, bien enjoué, bien souriant et tout ça, et tout en ne changeant pas réellement, mais en changeant juste 2-3 petits détails, devient un personnage complètement angoissant. C'est un coup de génie venant surtout de l'acteur. Et là du coup on va passer au casting. What do you say? Sounds weird. David est joué par Brian Landis Falkins, que je ne connais pas du tout, hein, je ne l'ai jamais vu dans aucun film. J'ai vu sur sa filmographie qu'il avait quand même fait 2-3 petits films hein, d'exploitation aux États-Unis, mais sinon, moi je les ai pas vus. Donc c'est la première fois que je découvre et il est génial, il est incroyable, il te transmet l'émotion, c'est-à-dire que il arrive à te donner de la peine pour lui, te donner de l'angoisse par rapport à lui, à te faire flipper même par moments. L'acteur est incroyable dans son rôle. Une vraie découverte, encore une fois, cette année, décidément, j'enchaîne les découvertes d'acteurs et actrices, et ça fait plaisir. Honnêtement, j'espère le revoir bientôt dans un film. Le personnage d'Andy, quant à lui, est joué par Will Wheaton, et ce nom peut être familier. Bon, apparemment, ouais, il a joué dans Star Trek quand il était jeune, mais il est surtout connu, en tout cas en France, dans la série Big Bang Theory, où il jouait son propre rôle, Will Wheaton, Nemesis de Sheldon. Et justement, quand j'ai vu le film, la première fois que je l'ai vu apparaître donc, sur cette fameuse VHS, dans ma tête, j'ai réagi comme ça. Et autant te dire que j'ai été extrêmement surpris par son interprétation, parce qu'il est juste incroyable. C'est dingue le talent que ce mec a. Et c'est aussi étonnant qu'on ne voit pas plus que ça dans des gros films. Ce mec est génial. Décernez-lui l'Oscar pour son rôle. Il est incroyable, incroyable. Il te fait flipper, comme je te disais tout à l'heure, tout en étant gentil. Il n'est pas là à faire les gros yeux, les machins, là, à sortir des phrases d'ouf. Non, non. Il est gentil, avenant, nanana, et il te fait flipper par ça. C'est du talent. C'est du talent. C'est du pur talent. Donc, GG. Quant au casting féminin, l'actrice qui joue le rôle de la mère est géniale. Géniale. Franchement, elle tient parfaitement son rôle. Elle est parfaite pour son personnage. Et l'actrice qui joue donc la petite amie, celle qui s'intéresse à David, donc Amy j'arrive pas à prononcer son nom, il est affiché là. Elle tient très bien son rôle. Ça reste un rôle assez basique, mais elle tient parfaitement. Et il y a une bonne alchimie, je trouve, entre elle et l'acteur qui joue donc David. Donc, ça fonctionne. Comme je te disais, la réalisation est vraiment très soignée. Et je vais donner une scène pour que tu comprennes un petit peu à quel point c'est très travaillé. C'est-à-dire que tu as une scène où David se sent pas très bien, enfin bref, discute avec Andy, donc la VHS, se rapproche de la télé et
colle son front sur la télé. Il est pas bien nana. Et en fait, sur ce plan-là, la caméra est donc très rapprochée, David est de profil, et la télé est un petit peu de 3/4. Et le plan est très légèrement débulé, c'est-à-dire qu'il n'est pas horizontal. Et en fait, du coup, ça exprime quoi? C'est-à-dire que tu comprends le désarroi de David, la peine qu'il peut ressentir, le mal-être qu'il ressent, mais tu as aussi cette télé, et donc en fait, Andy, à ce moment-là, du coup, envahit le cadre, il commence à déborder de l'écran, et tu comprends qu'il envahit la vie de David, en fait. Tu as aussi le son qui est légèrement saturé, dénaturé, ce qui fait que tu comprends que non seulement il prend le pas sur la vie de David, mais aussi que ça n'est pas forcément bénéfique pour lui. Voilà, c'est pour t'expliquer que la réalisation augmente le malsain, tout le schmilblick en fait. C'est très soigné, très bien réalisé. Ce mec-là a fait très fort. Alors, j'ai hésité à te faire une zone spoiler, pour t'expliquer un petit peu les tenants et aboutissants, enfin, pour t'expliquer en tout cas, est-ce que David est fou ou est-ce que Andy est réel, et aussi pour te parler de la fin, qui est géniale. Mais je n'ai rien à dire de pertinent, à part te parler de la réalisation qui est extraordinaire, les acteurs, le machin, tout ça, et juste te spoiler pour te spoiler, quoi. Donc, pas de zone spoiler, pas de spoil, je te laisse le plaisir de découvrir tout ce qui va se passer. De toute manière, c'est assez simple à comprendre, il n'y a pas de théorie à voir. Le film est incroyable, c'est, pour que tu comprennes bien, le meilleur film que j'ai vu cette année. Et il me semble même, si je dis pas de bêtises, que c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu depuis au moins 10 ans. Ou en tout cas, un des meilleurs films que j'ai vu depuis au moins 10 ans. On est là face vraiment à un chef-d'œuvre que je t'invite vraiment à découvrir le plus vite possible, s'il était sorti en France. Et là, on va aborder un gros problème. C'est-à-dire que le film est sorti en septembre aux États-Unis sur l'Apple TV, il me semble. C'est tout. Enfin, il y a 2-3 pays qui ont accès au film, mais nous en France, on l'a pas eu. Ni sur Apple TV, ni sur Amazon, ni nulle part. Et apparemment, c'est très mal barré pour qu'on l'ait. Ça veut dire que, alors, je l'ai vu en septembre ou début octobre, je sais plus, grâce à la fuite en vidéo qui m'a permis de voir le film. Merci Alex. Et j'ai pris du temps pour faire une critique parce que j'attendais que le film sorte. Bon, bah, il n'est pas sorti. Et le souci, c'est comme je te dis, c'est que aux dernières nouvelles, il n'y a aucune date de sortie en France, que ce soit cinéma ou que ce soit DVD Blu-ray, parce que le film va sortir au mois de mars en DVD Blu-ray aux États-Unis. Et j'ai appris ça donc aujourd'hui grâce à un de mes abonnés, Zoé. Merci à toi. Décidément, c'est la vidéo des remerciements. Donc, j'ai regardé du coup derrière si du coup il y a une date de sortie prévue en France. Et non, aucune date de sortie en France. Et c'est très problématique, et je vais passer un petit coup de gueule. Petit coup de gueule, pourquoi? Parce que les distributeurs n'arrêtent pas de se plaindre depuis plusieurs mois qu'ils sont dans la merde, que c'est dur pour eux, blablabla, blablabla. Bon, c'est les mêmes qui te font des DVD pas des DVD, des Blu-ray défectueux, ou avec des masters dégueulasses. Quand ils les éditent, parce que t'as beaucoup de films qui ne sont pas édités, quand tu vois que des films, ne serait-ce que français, genre Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Wasabi ou des trucs comme ça, ne sont pas édités en Blu-ray en France, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci. Donc, oui, peut-être que les ventes ont légèrement baissé, ça n'est pas de la faute à Netflix, il faut arrêter, parce que les films Netflix, contrairement à ce qu'on peut penser en France, ils sortent en DVD et en Blu-ray aux États-Unis, et à peu près partout dans le monde, il n'y a qu'en France que ça sort pas, c'est qu'il y a un souci au niveau des distributeurs. Ils font de la merde. À un moment donné, je suis désolé, c'est bien de vouloir de nous appeler, nous consommateurs, à vous soutenir, à les soutenir, mais si vous faites de la merde, je vois pas pourquoi je vous soutiendrai. Vous faites de la chiasse en barre. Vous éditez, par exemple, un Blu-ray d'un film jamais sorti en France, ce qui est assez rare, donc très bien, GG, merci, et vous le faites en édition limitée. Je suis pas contre l'édition limitée, l'édition collector, machin, j'adore ça, j'ai toute une collection de Blu-ray de collector. Mais ça c'est bien s'il y a au moins une version simple qui existe, distribuée au grand nombre pour que ça soit assez trouvable, assez facilement trouvable. Tu condamnes un film pour le vendre qu'aux passionnés du film. Et bien sûr tu fais péter les prix, hein. On va sur des 50 €, 70 € même des fois, j'ai déjà vu. Sérieux, sérieux, vous vous foutez de ma gueule, vous vous foutez de ma gueule, vous vous
foutez même pas de ma gueule, vous faites de la gueule du monde. Les distributeurs déconnent à plein tube. Et là, sur une année où tout le monde chiale parce que on n'a pas eu beaucoup de sorties, petite aparté amusante, c'est que ceux qui chialent comme quoi l'année on n'a pas eu beaucoup de films sont les mêmes qui cet été te faisaient la remarque comme quoi il n'y a pas que les blockbusters dans la vie. Bah ouais, il n'y a pas que des blockbusters, alors pourquoi tu chiales en fin d'année? T'es là à dire je fais un top 10 mais bon on n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre dans la dent. Enfin bref, passons. Quand tu as des films comme ça, les distributeurs ne les distribuent pas, ça passe à la... Espérons du coup qu'on ait quand même une édition à un moment donné DVD Blu-ray. Parce que, contrairement à tous ceux qui sont là à dire la VO machin, oui, bien sûr, mais tu prives une partie du public, ce n'est pas négligeable. Et qu'est-ce qui fait qu'un film reste, qui devient un chef-d'œuvre, incontournable, machin, c'est que le plus grand nombre puisse le voir. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu as un chef-d'œuvre qui n'est pas distribué, qui n'est pas traduit, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, bah, ça ne devient pas un chef-d'œuvre. Tu vois, ça devient une pépite pour les initiés, c'est tout. Les autres, pas du tout. Et le film, bah avec le temps, disparaît dans les limbes. C'est là mon problème. Il est là mon souci. Donc il serait peut-être temps que les distributeurs fassent leur travail, leur vrai travail, qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du consommateur, parce qu'on est des consommateurs, hein. Le côté ouais, on est passionné. T'es un consommateur, t'achètes, t'es un consommateur, point. Bah il serait peut-être temps qu'ils fassent leur travail. Bref, après ce coup de gueule, je voudrais te faire un petit bilan de l'année. Est-ce que tout le monde chiale comme quoi que cette année, avec tous les problèmes qu'on a eu, on n'a pas eu beaucoup de films, les blockbusters surtout, donc c'est une année un peu catastrophique, un peu de merde niveau cinéma. Je dois pas être fait comme tout le monde parce que je trouve que c'est une très bonne année au niveau cinéma. On a vraiment eu beaucoup de bons films, contrairement à d'autres années précédentes. On a vraiment eu du bon divertissement, du très bon film, du chef-d'œuvre. Je te dis, il y a eu Ren Topal, il y a aussi The Call que je t'ai pas il y a longtemps. Il y a eu Manque, que j'ai pas fait de critique et que c'est un petit peu dommage parce que j'avais des choses à dire, mais bon, c'est un petit peu trop tard. Tout ce que je dirais sur Manque, que la plupart des critiques ciné n'ont pas parlé, c'est qu'ils n'ont même pas fait la parallèle entre le film et Citizen Kane, puisque tu as au niveau de la mise en scène des plans qui reprennent des plans de Citizen Kane, même au niveau de la structure de l'histoire. Pas narrative, mais au niveau de l'histoire, c'est un peu particulier. Bon, je peux pas t'en parler comme ça en 3 minutes, mais bon, je ferai pas de critique dessus, je pense pas en tout cas. Ou peut-être un peu plus tard, je sais pas, je verrai, écoute. Si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire si tu veux que je fasse une critique sur Manque. Mais voilà, je veux dire, on a eu une très bonne année. Il y a eu les 7 de Chicago, qui étaient excellents. Tu avais La Voix de la Justice, qui, même si je l'ai un petit peu gratiné, reste un très bon film. Underwater que j'ai gratiné aussi, parce qu'on était à 2 doigts du chef-d'œuvre, enfin pas du chef-d'œuvre, en tout cas d'un classique, était un très bon film. Sans oublier non plus The Gentleman, tout le monde le zappe ce film. Je comprends pas, il est excellent. Le cas Richard Jewell, incroyable ce film. Était 84 ou 88, je ne me rappelle plus le titre. Magnifique. Adieu les cons, Lucky Strike. On a eu une super année cinéma au final. Film. Voilà, parce que c'est vrai que les salles ça tient un peu la gueule. Mais bon voilà. Que demander de plus? Est-ce que tu serais capable de me sortir autant de films de cette année que sur les années précédentes? Pas sûr. Surtout que ces dernières années, c'était vraiment limite. Hein. Et s'il te plaît, si pour l'année dernière tu me sors Joker, désabonne-toi. Voilà, c'était la critique de Ren Topal. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, à me laisser un commentaire. Et j'aimerais passer un petit message, un petit merci à Alex de La Fuite en vidéo qui m'a fait découvrir du coup ce film-là il y a quelques mois de ça. Et abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il a pas beaucoup d'abonnés, il a moins d'abonnés que moi et il mériterait tellement plus. Non mais il a plus d'abonnés que toi maintenant. Hein. Comment ça, plus d'abonnés que moi? Bah oui, il t'a dépassé depuis un bail. Hein. Comment ça, il m'a dépassé? Ah bah va falloir te mettre à la page mon grand. Hein. Tu m'as dépassé, Alex? Ah ouais. Je veux pas arrêter tes bêtises là parce que les voisins ils vont péter un plomb. C'était de la merde. Et je te souhaite une très bonne année 2021.